humiliée par mon fils, qui m'a réduite à servir les invités à son mariage. J'ai riposté en vendant mes parts à son rival, plongé dans cette histoire captivante de revanche et de pouvoir. Abonnez-vous pour plus de récits saisissants. Mon fils m'a relégué au second plan, j'ai vendu mes parts et ma petite cuisine m'accueillait avec un silence chaleureux. J'ai allumé la vieille machine à espresso, versant des grains fraîchement moulus. Me dirigeant vers la fenêtre, Saint-Malo dormait encore. Quelques lumières scintillant dans la pénombre de l'aube, scintillant sur le port où les bateaux de pêche reposaient calmement. Ma maison, dans le quartier des Remparts, était loin des circuits touristiques, des zones à la mode. Antoine, mon défunt mari, et moi y avions vécu près de 40 ans. Nos enfants, Étienne et Sophie, y avaient grandi. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message d'Étienne. N'oublie pas les boîtes de décoration pour la salle. Arrive à 9 heures, pas à 10, comme convenu. Il faut tout installer. Pas de bonjour, ni de bien dormi. Maman, j'ai qui? Juste un ordre, comme si j'étais son assistante. Pas sa mère. J'ai soupiré, prenant une gorgée d'espresso, sentant l'amertume réchauffer ma gorge. Mon fils avait toujours été ambitieux, mais ces dernières années, ce trait s'était mué en obsession d'efficacité, classant les gens en utiles ou inutiles, et j'avais peur qu'il me rangeait, à 63 ans, dans la seconde catégorie. Les boîtes de décoration de mariage envahissaient presque tout mon garage. Étienne avait insisté pour qu'elles soient livrées chez moi, son appartement étant trop petit. Pendant 3 semaines, je trébuchais sur ces monstres en carton, me rappelant que tout serait bientôt fini. À 8h30, j'avais chargé ma vieille Ford, me dirigeant vers la salle des vagues, un lieu branché en bord de mer pour les célébrations. Le trajet durait près de 40 minutes. En traversant les nouveaux quartiers de Saint-Malo, j'ai remarqué combien la ville avait changé. Autrefois une paisible bourgade côtière, où tous se connaissaient. Maintenant des gratte-ciel de verre, des restaurants chics, des boutiques. Étienne m'attendait à l'entrée de la salle, jetant un regard impatient à sa montre. Grand, athlétique, impeccablement vêtu, il semblait sortir d'un magazine d'affaires. « Enfin, a-t-il dit, sans me saluer, alors que je me garais. Bonjour, Étienne. » Aïe, j'ai souri, descendant de la voiture. Je suis même un peu en avance. Il a vérifié sa montre, comme pour confirmer. D'accord, déchargeons. Les décorateurs attendent. J'ai ouvert le coffre. Étienne a sorti les boîtes, les passant à ses assistants. En le regardant, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir, il y a 20 ans, lorsqu'à 16 ans, il venait me parler, les yeux brillants, de son rêve de créer son entreprise. À l'époque, Antoine et moi venions de rembourser l'hypothèque de la maison, lui ingénieur dans une usine locale, moi infirmière à l'hôpital. Nous vivions modestement, avec des projets de retraite paisibles, mais comment refuser à notre fils? Antoine a puisé dans nos économies. J'ai pris des gardes supplémentaires. Étienne a démarré une petite entreprise de matériaux de construction. Je l'aidais le soir avec la comptabilité, après mes gardes. Antoine et moi livrions les commandes dans notre vieux pick-up. « Maman, tu m'écoutes ?» La voix d'Étienne m'a ramené au présent. Pardon ? Mon chéri, j'étais perdu dans mes pensées. Aïgé sourit, coupable. Je disais, va dans la salle, assure-toi que les fleurs sont disposées exactement comme Camille le veut. Voici le plan. Il m'a tendu une tablette avec un schéma. Bien sûr, mais ce n'est pas le travail de l'organisatrice. Étienne a soupiré, irrité. Maman, on en a parlé. Madame Bisset gère la coordination générale. Elle a trop de tâches pour suivre chaque détail. C'est pourquoi j'ai réparti les responsabilités. Tu es en charge des fleurs et des décorations de table. J'ai hoché la tête, retenant un soupir. Bien sûr, nous en avions parlé, ou plutôt. Étienne m'avait mise devant le fait accompli, annonçant que j'assisterais l'organisatrice, parce que je suis retraitée, avec beaucoup de temps libre, oubliant que je garde ses filles, Léa et Chloé, 3 fois par semaine.
pendant que son ex-femme, Valérie, travaille à l'intérieur. La salle était spacieuse, lumineuse, avec d'immenses baies vitrées donnant sur l'océan. Une équipe de décorateurs s'affairait, suspendant guirlandes. Draperies. Vous devez être Madame Lefebvre. Une jeune femme, avec une tablette, s'est approchée. Je suis Amélie, l'assistante de Madame Bisset. Étienne a dit que vous supervisiez les arrangements floraux. Oui, c'est exact. Si. J'ai souri. Montrez-moi où ils doivent aller selon le plan. Pendant 2 heures, j'ai disposé des vases de fleurs, vérifiant le schéma, essayant de satisfaire la future mariée, encore invisible, pivoines, roses, hortensias, en ton rose pâle et crème, magnifique, mais impersonnel, comme l'intérieur d'un hôtel de luxe. J'avais rêvé que le mariage d'Étienne soit dans notre jardin. Antoine et moi avions acheté une maison avec un grand terrain, imaginant nos enfants y jouer, puis s'y marier peut-être. Antoine avait même construit un kiosque, couvert de vignes. Mais Étienne trouvait ça provincial. Margot. Une voix claire a interrompu mes pensées. La fiancée d'Étienne, Camille Dubois, entrait, accompagnée de 2 demoiselles d'honneur, grande, élancée, cheveux blonds, parfaitement coiffés, maquillage impeccable. Bonjour, Camille. J'ai dit, tentant d'enlacer ma future belle-fille, mais elle a esquivé, transformant l'étreinte en un baiser dans l'air. Comment avancent les fleurs? Elle a balayé la salle du regard. Oh, je vois, c'est presque fini. Mais je trouve les arrangements de la table principale trop hauts. Les invités ne pourront pas se voir par-dessus. Mais c'est la hauteur indiquée sur le schéma. Oui, mais maintenant, je pense qu'il devrait être plus bas. A-t-elle souri, un sourire poli, mais ferme. Il faut retirer le niveau supérieur des fleurs. J'ai hoché la tête, retenant un soupir. Cela signifiait démonter et remonter 12 arrangements complexes, sur lesquels j'avais travaillé 2 heures. Bien sûr. Camille, comme tu veux. Super. A-t-elle tapé des mains? Et aussi, nous avons décidé de modifier légèrement la disposition des tables. Jade va vous montrer le nouveau plan. Elle a fait signe à une amie qui m'a tendu une autre tablette. J'ai jeté un œil à l'écran. Figé, le plan avait été entièrement redessiné, mais les tables sont déjà installées selon le plan initial. Oui, il faudra les déplacer, a répondu Camille, désinvolte. J'ai consulté un expert en feng shui hier. Il a dit que l'ancienne disposition bloquait l'énergie. J'ai regardé ma montre, presque midi, et nous repartions de zéro. Étienne est au courant de ces changements. Bien sûr, il est totalement d'accord. A-t-elle dit, sortant son téléphone, regardez son message, fais ce que tu penses être le mieux, ma chère. Typique d'Étienne ces dernières années. Déléguer les décisions, puis exiger la perfection. Je suis revenu aux arrangements floraux, commençant à les démonter, du coin de l'œil. Je voyais Camille et ses amis assises à une table au fond, avec des coupes de champagne, discutant de détails. Rien parfois. J'avais rencontré Camille quand Étienne l'a amenée pour le dîner de Noël. Elle travaillait dans une agence de marketing, promouvant l'entreprise d'Étienne. Leur romance a débuté sur un projet de rebranding. Camille était intelligente, ambitieuse, pour Étienne. Elle connaissait le monde des affaires. Ma relation avec ma future belle-fille était tendue dès le départ. Elle souriait, poliment, posait les bonnes questions. Mais je sentais son condescendance, surtout quand elle a appris que j'avais été infirmière toute ma vie. Comme c'est intéressant, avait-elle dit. Dans ma famille, tout le monde a au moins un master. Mon père est professeur d'économie, ma mère avocate. Pas de mépris évident, mais le message était clair. Je n'étais pas des leurs. Étienne n'a rien dit. Il aurait pu rappeler que ses parents, avec leur éducation modeste, lui avaient donné un départ dans la vie.
Margot, puis-je vous parler 1 minute? Camille s'est approché. Alors que je finissais le dernier arrangement, nous réfléchissons aux places. Je sais qu'il était prévu que vous soyez à la table principale, mais il y a un léger problème avec le nombre de sièges. J'ai figé, incrédule. Allait-il vraiment me déplacer, la mère du marié, à une autre table? Vous voyez, a continué Camille, cherchant ses mots, les parents d'Étienne doivent être à la table principale. Mais comme monsieur Lefebvre n'est plus là, nous avons pensé inviter mon oncle Bernard. Il est très important dans notre famille. Mes parents insistent. Vous voulez dire que je ne serai pas à la table principale, au mariage de mon propre fils? J'ai essayé de rester calme, mais ma voix tremblait. Non, non, bien sûr que non. J'ai ri Camille, nerveusement. Nous pensions que vous seriez plus à l'aise avec Monique. Votre amie, nous l'avons invitée, elle a confirmé. Vous ne connaîtrez pas la plupart des invités à la table principale. Ça n'était trop. J'ai posé les fleurs, me redressant. Camille, je comprends que c'est votre mariage. À Étienne et vous décidez de l'organisation. Mais je suis la mère d'Étienne, et traditionnellement, les parents des mariés siègent à la table principale, qu'ils connaissent, les autres, invités ou non. Le visage de Camille s'est crispé, mais son sourire est resté. Bien sûr, Margot, je comprends ce que vous ressentez. Discutons-en avec Étienne, quand il sera libre. C'est excellente idée. Aïgé hochait la tête. Où est-il? Il est allé chercher mes parents à l'aéroport. A-t-elle jeté un œil à sa montre? Il devrait être de retour dans 1 heure et demie. Je suis revenue au travail, essayant de me calmer. Les souvenirs tourbillonnaient. Comment Antoine et moi avions soutenu Étienne? Comment, après la mort d'Antoine, j'avais investi le reste de nos économies dans l'expansion de son entreprise, en achetant des parts? Comment je m'occupais de mes petites filles quand son premier mariage s'effondrait, et que Valérie menaçait de limiter ses droits parentaux, s'il ne passait pas plus de temps avec les enfants. Étienne est revenu vers 14 heures, accompagné des Dubois, un couple élégant, aux manières impeccables. François Dubois, un homme aux cheveux gris, imposant, dont naît l'impression d'être habitué au pouvoir. Isabelle Dubois, une femme élancée, au regard froid comme celui de sa fille, matoisée, s'attardant sur ma robe simple, mes chaussures usées. Maman, voici Isabelle et François Dubois, les parents de Camille, a présenté Étienne, avec une fierté comme s'il avait reçu une bénédiction royale. Enchanté de vous rencontrer. Aïgé, dit, tendant la main. Margot Lefebvre. De même, a répondu Isabelle, sèchement, effleurant ma main. Étienne nous a beaucoup parlé de vous, a ajouté François, avec un sourire poli, sans chaleur. J'espère que c'était en bien. Aïe, j'ai plaisanté, mais personne n'a souri. Maman nous aide avec les préparatifs, a expliqué Étienne. Elle s'occupe des fleurs et de certains détails. Comme c'est charmant, a dit Isabelle. Dans notre famille, nous engageons généralement des professionnels pour ce genre de choses, mais il y a quelque chose de touchant à s'impliquer personnellement. J'ai senti mes joues rougir, mêlant embarras et colère, comme si je n'étais pas la mère du marié, même une aide engagée, qu'on félicitait avec condescendance. Étienne, puis-je te parler 1 minute? Aïgé, décidé de ne pas reporter la discussion sur les places. Maman, je suis un peu occupé, a-t-il jeté un regard à sa montre. Peut-être plus tard. C'est important. Ça prendra 2 minutes. Étienne s'est excusé auprès des Dubois, me suivant à l'écart. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il demandé, impatiente. Camille dit que je ne serai pas à la table principale. Aïe, j'ai dit, calme, mais ferme. C'est vrai. Étienne a passé la main dans ses cheveux, un geste familier depuis l'enfance, quand il était mal à l'aise. Écoute, maman, nous manquons vraiment de place. Nous pensions que tu serais plus à l'aise avec Monique. Étienne,
Je suis ta mère. Je devrais être à la table principale. Mais l'oncle Bernard est très important pour la famille de Camille, et ses parents insistent. Et moi, je ne suis pas importante pour ta famille. Ma voix a vacillé. Étienne a regardé autour, craignant qu'on nous entende. Bien sûr que si. C'est juste. Tu dois comprendre. Ce mariage est une grosse affaire. Pas seulement pour Camille et moi, mais pour l'entreprise. Beaucoup de personnes importantes seront là. Il faut faire bonne impression. Et je ne corresponds pas à cette bonne impression. Aïe, j'ai dit. Amère, maman, ne sois pas dramatique. A-t-il baissé la voix? Ce n'est pas personnel. C'est une question d'apparence. L'oncle Bernard est un investisseur influent. Et s'il accepte de travailler avec nous? Donc, c'est une décision d'affaires. Aïe, sourit. Amère, tu écartes ta mère pour un éventuel contrat. Ne dis pas ça. À Français, Étienne. Ce n'est qu'une place à une table. N'en fais pas une tragédie. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Ça faisait mal de réaliser que j'étais devenu un obstacle. Un rappel gênant de ses origines modestes. D'accord. Étienne, je m'assoirai ou tu penses que c'est mieux? Après tout, c'est ton mariage. Il a souri, soulagé, ne remarquant pas, ou ne voulant pas voir, la douleur dans mes yeux. Merci de comprendre. Maman, maintenant, excuse-moi, je dois rejoindre les Dubois. J'ai les regardés retourner vers ses futurs beaux-parents, se transformant, redressant les épaules, affichant son sourire le plus charmeur. Un homme d'affaires prospère, pour qui sa mère était devenue un fardeau. La journée s'étirait sans fin. Je continuais les décorations, recevant de nouvelles instructions de Camille ou de l'organisatrice. Le soir, mon dos me faisait mal. Mes jambes bourdonnaient de fatigue. Quand le dernier arrangement fut en place, je me suis effondrée sur une chaise dans un coin de la salle. Dure journée. Amélie, l'assistante, s'est assise près de moi. C'est un euphémisme. Aïgé sourit faiblement. Vous savez, j'ai assisté à beaucoup de mariages, a-t-elle dit doucement, et je remarque souvent comment les mères des mariés sont traitées, comme si elles devenaient invisibles. J'ai hoché la tête, touché par sa sympathie. C'est sans doute le cycle de la vie. Aïe, j'ai dit, philosophe, les enfants grandissent, s'éloignent, parfois trop soudainement. Amélie allait répondre, quand Étienne s'est approché. Maman, tu es encore là. Il est presque 20 heures. Oui. Je viens de finir les fleurs. Aïe, j'ai dit, me levant avec peine, les jambes faibles. Super. A-t-il hoché la tête? Écoute, il faut être là tôt demain. Valérie amène les filles à 11 heures. Il faut les surveiller jusqu'à la cérémonie. Elles disperseront des pétales. Tu te souviens? Bien sûr. Aïgé hochait la tête, mes petites filles. Léa et Chloé seraient les filles d'honneur. Et autre chose, a baissé Étienne la voix. Apporte ta robe bleue, celle que tu m'as montrée. Madame Bisset a dit qu'une assistante est malade. On pourrait avoir besoin d'aide en cuisine. J'ai figé, incrédule. Tu veux que je travaille en cuisine à ton mariage? Ah, seulement si nécessaire. A-t-il ajouté vite. Sois juste prête à aider. Ce n'est pas grand-chose. Non. J'ai regardé mon fils, cherchant le garçon que j'avais éduqué à la gentillesse, au respect, l'adolescent qui m'apportait du thé quand j'étais malade, le jeune homme qui pleurait sur mon épaule à la mort de son père, mais devant moi se tenait un étranger, pour qui j'étais un outil, utile quand il fallait aider, gênant quand le prestige était en jeu. Non, Étienne. Aïe, sourit. Lasse? Pas de problème. Je vais apporter la robe bleue. Le matin du mariage était clair, sans vente. Les rayons du soleil, filtrant à travers les stores, m'ont réveillé avant mon réveil. Je suis restée allongée, fixant le plafond, me préparant mentalement pour la journée. La conversation d'hier avec Étienne me hantait. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait demandé de travailler en cuisine
Le jour de son mariage. Ressaisis-toi, Margot. Aïgé dit à voix haute. Aujourd'hui est un jour important. Tu ne vas pas le gâcher avec du ressentiment. J'ai pris une douche, coiffé soigneusement mes cheveux, appliqué un maquillage discret, mais soigné, enfilant la robe turquoise foncée, achetée pour le mariage de mon fils, puis j'ai sorti la robe bleue, mentionnée par Étienne. Une robe simple, à col blanc, presque un uniforme. Je l'ai pliée dans mon sac, essayant de ne pas penser à pourquoi j'en aurais besoin. Il était 9 heures quand j'ai quitté la maison, un trajet de 40 minutes jusqu'à la salle des vagues. Je me suis arrêté dans un café, achetant un latte, une petite indulgence pour les jours spéciaux. Une gorgée m'a calmé, me mettant dans un état d'esprit positif. Après tout, c'était le jour du mariage de mon fils unique. Je devais être heureuse pour lui. Peu importe ce qui arrivait. En approchant de la salle, le parking était presque plein. Des gens en uniforme s'affairaient à l'entrée, le personnel de restauration. Un instant, j'ai eu l'étrange sensation de n'être pas la mère du marié, mais une employée, bonjour, Madame Lefebvre, m'a accueilli Amélie. En entrant, Étienne a dit qu'il est dans la salle du marié. Au 2e étage, les filles ne sont pas encore là. Merci. Amélie. Aïgé sourit. Comment avancent les préparatifs? C'est tout est selon le plan. A-t-elle vérifié sa tablette? La cérémonie commence à 14 heures. Les invités arrivent à 13 heures. Et Madame Bisset m'a demandé de vous rappeler qu'après la cérémonie, les chaises doivent être réorganisées rapidement pour la réception, pendant que les invités sont au cocktail. J'ai hoché la tête, notant que, même le jour du mariage de mon fils, on me confiait des tâches d'organisation, mais j'ai décidé de ne pas m'y attarder. Je vais voir Étienne. Aïe, dit, montant les escaliers. La salle du marié était spacieuse, lumineuse, avec vue sur l'océan. Étienne était à la fenêtre, au téléphone, à côté. Ses amis Lucas et Hugo ajustaient leurs boutonnières. Ah, salut, maman, a hoché Étienne brièvement, continuant sa conversation. Je saluai discrètement Lucas et Hugo, m'asseyant sur le canapé, attendant qu'ils finissent, écoutant des bribes de sa conversation d'affaires, même le jour de son mariage. Je me souvenais de l'avoir préparé pour son premier bal scolaire, nerveux. Je lui ajustai sa cravate, l'assurant que tout irait bien. Il me regardait alors avec confiance. Gratitude. Ah, désolé. Maman. Appel urgente. Sous A enfin fini Étienne. S'approchant. Ok, merci d'être venu tôt. Valérie amène les filles bientôt. Tu es jolie. Smarchi. C'était probablement le commentaire le plus chaleureux depuis des mois. Ah, merci, mon chéri. Toi aussi. Je me suis levée, voulant l'enlacer, mais Étienne s'est légèrement écarté, désignant son costume parfaitement repassé. Ne le froisse pas, maman. Le photographe arrive bientôt. J'ai baissé les bras, ressentant une pointe de déception. Bien sûr, tu es nerveux. Nerveux. Étienne a souri. Pourquoi? Tout est planifié dans les moindres détails. Pas de surprise. Je l'ai regardé, cherchant une lueur d'excitation, de joie, mais il n'y avait que le calme posé d'un homme en contrôle. On a frappé à la porte. Valérie est entrée avec Léa et Chloé. Mes petites filles, en robe crème assortie, se sont précipitées vers moi, criant de joie. « Mamie !» Je me suis assise. Ouvrant les bras, elles m'ont enlacée, m'enveloppant de l'odeur de shampoing enfantin et de bonbons au caramel. Mes belles filles, Aïgé embrassait leurs joues. Comme vous êtes jolies aujourd'hui, papa a dit qu'on va jeter des fleurs, a annoncé Léa. 6 ans, fière. Et tout le monde nous regardera, a ajouté Chloé. 4 ans. Bien sûr. Aïgé sourit et vous êtes les plus jolies filles d'honneur du monde. Valérie, une brune élancée en robe bleue marine stricte, m'a salué discrètement. Notre relation restait polie, distante.
depuis son divorce avec Étienne. Mais elle me laissait toujours voir mes petites filles. Margot, a-t-elle tendu la main. Oh, vous êtes en forme. Merci. Valérie, vous aussi. J'ai serré sa main. Étienne a à peine regardé son ex-femme, se concentrant sur ses filles. Les filles, souvenez-vous de ce qu'on a dit. S'est-il accroupi devant elles? Pas de course, pas de taches sur vos robes. Comportez-vous comme des jeunes filles? Oui, papa, ont-elles répondu en chœur, devenant sérieuses. Je les laisse avec toi, maman, a dit Étienne, se redressant. Assure-toi qu'elles ne se salissent pas avant la cérémonie. Valérie, tu restes? Non. A-t-elle secoué la tête? Je reviens pour la cérémonie. J'ai des choses à faire en ville. Après son départ, j'ai emmené les filles dans un petit salon où des collations légères et du jus étaient préparés. Nous avons passé 2 heures à parler, lire des livres que j'avais apportés, sortir dans le couloir pour se dégourdir. Je les gardais loin des salles principales, où les préparatifs battaient leur plein pour éviter de salir leurs robes. À midi, Amélie a passé la tête. Madame Lefebvre, les invités commencent à arriver. Madame Bisset a dit que vous devez descendre dans la grande salle pour les accueillir. Bien sûr. Aïgé hochait la tête. Et les filles? Elles seront emmenées sur le lieu de la cérémonie juste avant. Ne vous inquiétez pas. L'assistante coordinatrice sera avec elles. J'ai embrassé mes petites filles, promettant de les voir bientôt à la cérémonie. Puis je suis descendue dans la grande salle, où les premiers invités arrivaient. Madame Bisset, une femme sévère d'âge mûr avec un porte-bloc, m'a accueillie. Ah, Madame Lefebvre, vous voilà. Placez-vous ici, accueillez les invités du côté du marié. Dirigez-les vers le plan de table. A-t-elle dit, désignant un grand panneau avec les noms des invités. Faites particulièrement attention à Monsieur et Madame Lemoine. Ce sont des partenaires importants d'Étienne. J'ai pris place, me sentant étrange. Habituellement, la mère du marié ne joue pas l'hôtesse à son propre mariage. Mais j'ai pensé que c'était peut-être une nouvelle tradition. Les invités arrivaient, la plupart inconnus, associés d'Étienne, amis de Camille, leur cercle commun, seuls quelques visages familiers, mon amie Monique, des vieux amis de la famille, des parents éloignés. Margot, ma chère. Monique, une femme énergique de mon âge, cheveux gris courts, m'a enlacé fort. Comment tiens-tu le coup? Ça va. Aïdjé sourit, heureuse de voir un visage connu. Merci d'être venue. On est bien sûr que je suis venue, mais c'est étrange de te voir ici comme hôtesse, plutôt qu'en mère d'honneur. Je donne juste un coup de main. Aïgé haussait les épaules, ne voulant pas en parler. Monique m'a jeté un regard scrutateur, mais n'a rien dit. Elle me connaissait trop bien, voyait la douleur derrière mon sourire. À 14 heures, tous les invités étaient rassemblés dans l'espace en plein air, où la cérémonie devait avoir lieu, des chaises décorées de rubans, de fleurs, alignées devant une arche couverte de roses, d'hortensias. L'océan scintillait au loin, créant un décor parfait pour les photos. Je pris place au premier rang. Comme il s'y aide à la mère du marié, au moins Étienne n'avait pas changé cette tradition. Les parents de Camille, assis près de moi, m'ont à peine salué d'un hochement de tête. De l'autre côté de l'allée, les invités d'honneur, surtout des partenaires d'affaires d'Étienne, des parents de Camille. La cérémonie a commencé à 14 heures précises. D'abord Étienne est apparu, accompagné de Lucas, son témoin. Ils se sont placés sous l'arche, attendant la mariée, puis les demoiselles d'honneur, en robe rose et pâle assortie, suivies de mes petites filles, dispersant des pétales de rose, sérieuses, concentrées comme jamais. Quand la musique nuptiale a retenti, tous se sont levés. Camille est apparue au bras de son père, magnifique dans une robe de créateur. Un voile flottant comme un nuage léger. J'ai vu le visage d'Étienne s'adoucir, ressentant une tendresse pour mon fils. Malgré tout, je lui souhaitais
sincèrement le bonheur, la cérémonie fut courte, élégante, les mariés ont échangé des vœux, très formels, sans sentimentalité excessive, quand ils ont échangé les anneaux, et l'officiant les a déclarés mari et femme. Les invités ont applaudi. Après la cérémonie, tous se sont dirigés vers l'espace cocktail. Pendant que le personnel réorganisait la salle de banquet, j'ai retrouvé mes petites filles qui, ayant rempli leur rôle, pouvaient se détendre. Nous nous sommes assises dans un coin calme, écoutant leurs histoires enthousiastes sur leur rôle de filles d'honneur. 1 heure plus tard, Madame Bisset a annoncé que le banquet était prêt. Les invités ont commencé à entrer dans la grande salle. J'ai pris les filles par la main, les conduisant à notre table. Pas la principale, bien sûr, mais celle réservée à la famille du marié, à l'écart du centre. La salle était magnifique. Les arrangements floraux créaient une atmosphère de jardin élégant, nappé blanche, verre et en cristal, couvert en argent. Tout scintillait sous le soleil de l'après-midi. Nous venions de nous asseoir. Quand Madame Bisset s'est approchée, l'air tendu. « Madame Lefebvre, nous avons un problème. » a-t-elle dit doucement. Un serveur ne s'est pas présenté. Un autre vient de dire qu'il ne se sent pas bien. Étienne a dit que vous étiez prête à aider. J'ai figé, incrédule. Était-ce vraiment en train d'arriver? Maintenant, ai-je demandé, espérant avoir mal entendu. Oh, oui, malheureusement, la situation est critique. Le banquet va commencer. Nous manquons de personnel pour servir. J'ai cherché Étienne du regard. Il était à la table principale, discutant avec un invité. Sentant mon regard, il s'est tourné, hochant la tête, avec une expression disant clairement « Tu as promis d'aider et les filles. » Ai-je désigné mes petites filles. « Valérie est déjà là, elle s'en occupera, » a répondu Madame Bisset. Comme sur commande, Valérie s'est approchée, fronçant les sourcils en voyant mon expression confuse. « Quelque chose ne va pas. Chut. Madame Lefebvre doit t'aider en cuisine. » A expliqué Madame Bisset, ça ne vous dérange pas de surveiller les filles. Valérie a haussé les sourcils, surprise, mais a hoché la tête. Bien sûr, pas de problème. Je me suis levée, sentant mes joues brûler de honte, d'humiliation. Ah, ma robe bleue est dans mon sac, dans la salle du marié. Aïe, j'ai dit à Madame Bisset. Ne vous inquiétez pas. A-t-elle balayé la main. Pas le temps de changer. Mettez juste un tablier par-dessus votre robe. C'était la goutte de trop. Non seulement je devais travailler au mariage de mon fils, mais dans la robe choisie pour l'occasion, avec un tablier par-dessus. Je reviens tout de suite. Ai-je dit à mes petites filles, essayant de garder une voix normale. Madame Bisset m'a conduite en cuisine, où régnait un chaos organisé. Cuisiniers et assistants s'affairaient, préparant les plats. Les serveurs s'alignaient pour les dernières instructions. Tenez, on m'a donné un tablier blanc, avec des instructions brèves. Vous servirez les tables 17 à 21. D'abord, les salades, puis le plat principal. Travaillez vite, discrètement. J'ai noué le tablier, les mains tremblantes. Une pensée pulsait. Comment en était-on arrivé là? Comment moi, la mère du marié, me retrouvai-je en cuisine, serveuse, mais pas le temps de réfléchir. On m'a tendu un plateau de salade. Je suis sortie dans la salle. La première table à servir était près de la principale. En approchant, je sentais les regards des invités, surpris, compatissants, parfois moqueurs. N'est-ce que pas la mère d'Étienne? Ai-je entendu chuchoter, en posant une assiette devant un invité. Pourquoi travaille-t-elle comme serveuse? Aucune idée, a répondu une autre voix. Peut-être des problèmes financiers. J'essayais de ne pas écouter, me concentrant sur ma tâche. Assiette après assiette, table après table. Mes mains travaillaient automatiquement, mais mes pensées s'égaraient. Je me souvenais, il y a 20 ans, Antoine et moi investissant presque toutes nos économies dans la première entreprise d'Étienne, les nuits à trier la comptabilité, les livraisons à tour de rôle,
car Étienne n'avait pas les moyens d'un coursier, après la mort d'Antoine, Étienne me convainquant d'investir le reste dans son entreprise. Ce sera ton fonds de retraite. Maman, disait-il, fin entreprise grandit, les actions grimperont. Les nuits blanches avec Léa et Chloé, pendant la chute de son mariage avec Valérie, mettant de côté mon rêve de voyage, pour aider avec les filles. Tout cela défilait, tandis que je posais les assiettes, souriant forcé, essayant d'être discrète, du coin de l'œil. Je voyais Étienne et Camille à la table principale, riant, recevant les félicitations, heureux, insouciants. À côté, les parents de Camille et un homme âgé, sans doute l'oncle Bernard, pour qui j'avais été écarté. Soudain, j'ai voulu tout laisser tomber, rentrer chez moi, me glisser sous les couvertures, enfin pleurer, mais je ne pouvais pas aujourd'hui, pas au mariage de mon fils, quel qu'il soit. Après les salades, l'heure du plat principal. Je suis retourné en cuisine pour d'autres plateaux. Le chef m'a regardé, compatissant. « C'est dur, hein ?» a-t-il demandé, me tendant un plateau. J'ai connu pire. Aïgé tentait de sourire, mais mes lèvres refusaient d'obéir. Vous savez, je travaille ici depuis 15 ans, a-t-il dit, baissant la voix. C'est la première fois que je vois la mère du marié en cuisine. C'est inhabituel. Oui, Aïgé simplement dit, continuant à travailler, évitant le contact visuel avec les gens que je connaissais. Mais c'était impossible. Monique, ma meilleure amie, était à une table que je servais. En approchant avec un plateau, elle a demandé doucement « Margot, que se passe-t-il? Pourquoi travailles-tu au banquet ?»« Il manque de personnel. » Aïgé répondu. Tout aussi doucement, Étienne m'a demandé d'aider. La colère a brillé dans les yeux de Monique. « C'est scandaleux. Tu es la mère du marié. »« S'il te plaît, pas de scène. » Aïgé dit, implorante. « Pas aujourd'hui. » Monique a pincé les lèvres, mais a hoché la tête. Le plus dur était de passer devant la table où mes petites filles étaient avec Valérie. Elles me regardaient, yeux écarquillés, ne comprenant pas pourquoi leur grand-mère était devenue serveuse. « Mamie, pourquoi tu travailles ?» a demandé Léa, alors que je posais une assiette devant elle. « Je donne juste un coup de main, ma chérie. » Aïgé sourit le plus naturellement possible. « Il manque de personnel. Papa m'a demandé de remplacer, mais tu es une grand-mère, pas une serveuse. » a souligné Chloé, sage au-delà de ses années. Parfois, même les grand-mères peuvent être serveuses. Aïgé fait un clin d'œil. C'est comme un jeu. Valérie m'a regardé, expression indéchiffrable, mais j'ai cru voir une lueur de sympathie. Quand le plat principal fut servi, une courte pause avant le dessert. Je suis revenue en cuisine, m'asseyant dans un coin. Mes jambes, mon dos douloureux. 63 ans n'est pas l'âge idéal pour être serveuse. Sans entraînement, mes pensées revenaient au passé, à comment Étienne avait changé, quand cet éloignement avait-il commencé, quand mon fils attentionné était-il devenu un homme pour qui le statut, les apparences, primaient sur les sentiments de sa mère. Peut-être avec ses premiers succès en affaires, ou après son divorce avec Valérie, quand il a fréquenté des femmes de milieux plus huppés, ou l'influence de Camille et sa famille. Pour qui le statut social était tout, je ne sais pas, mais quelque part, j'ai perdu mon fils, le garçon qui m'apportait des bouquets de fleurs sauvages, l'adolescent qui me défendait contre une blague grossière d'un voisin, le jeune homme qui jurait de toujours prendre soin de ses parents, une fois établi. À sa place, un étranger, un homme d'affaires prospère, pour qui j'étais un rappel gênant de ses origines modestes. Soudain, j'ai pensé aux parts dans l'entreprise d'Étienne, achetées après la mort d'Antoine. Je les avais encore, et leur valeur avait considérablement augmenté. Peut-être était-il temps de réfléchir à quoi en faire. Le mariage s'est terminé vers minuit. Je suis partie dès que possible, discrètement, après que les mariés ont coupé le gâteau, ouvert la piste de danse. Personne n'a remarqué mon absence, pas même Étienne,
trop occupé à recevoir les félicitations des invités importants. Le trajet du retour était flou. Je conduisais lentement, tournant mécaniquement aux intersections familières, remarquant à peine les rares voitures. Les rues désertes de Saint-Malo, les échos de la musique du mariage résonnaient, mêlés au chuchotement des invités. Me voyant avec le plateau, le tablier. Après avoir garé près de la maison, je suis restée assise en silence, incapable de trouver la force de sortir. Enfin, prenant une profonde inspiration, je me suis forcée à quitter la voiture, allant à la porte. Ma maison m'a accueillie, avec son silence habituel. J'ai allumé la lumière dans le couloir, ôté mes chaussures, qui m'avaient irrité les pieds. Entrant dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, sans le boire, le posant sur la table, m'effondrant sur une chaise. La robe turquoise, choisie avec soin pour le mariage, me semblait étrangère. Je l'ai dézippée, la laissant tomber à mes pieds, me retrouvant en sous-vêtements, puis je l'ai ramassée, la suspendant soigneusement sur une chaise, vieille habitude de prendre soin des choses, bien que je doute de la porter à nouveau. Trop de souvenirs humiliants. Je suis restée longtemps, sous la douche chaude, comme pour laver l'épuisement physique. L'humiliation morale. L'eau coulait, se mêlant aux larmes que je m'autorisais enfin à verser, enveloppée dans un vieux peignoir en éponge. Je suis entrée dans la chambre, m'allongeant, sans allumer la lampe. Le clair de lune filtrait par la fenêtre sans rideau, projetant des motifs étranges sur le mur. Je les fixais, essayant de me distraire, mais mes pensées revenaient aux événements du jour. Je voyais le visage d'Étienne, me regardant depuis la table principale, un regard fugace, sans gratitude ni regret, juste une confirmation que je remplissais mon rôle. Les regards surpris, compatissants des invités, alors que je posais les assiettes, les chuchotements. C'est la mère d'Étienne. Pourquoi est-elle serveuse? L'horloge sur la table de nuit indiquait 2 heures du matin, mais le sommeil ne venait pas. Je me suis levée, enfilant mon peignoir, descendant à la cuisine. J'ai préparé du thé, m'asseyant à la table, regardant par la fenêtre la rue calme, éclairée par quelques lampadaires. Mes pensées revenaient au jour où Étienne m'a proposé d'investir dans son entreprise. Peu après la mort d'Antoine, j'étais encore en deuil, essayant de m'habituer à une vie sans l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans. Maman, je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais je veux parler de l'avenir, lui avait dit Étienne, assise à cette même table. Quel avenir? Avais-je demandé, remuant mon thé, distraite, ton avenir financier, avait-il dit, posant des papiers devant moi. Je sais que papa et toi aviez des économies. Le meilleur moyen d'assurer un revenu stable est d'investir dans mon entreprise. Je me souvenais de mon scepticisme. Antoine était contre mettre tout l'argent au même endroit. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, disait-il. Je ne suis pas sûre, Étienne. Avais-je répondu, ton père croyait en la diversification des investissements. Papa avait raison pour son époque. Avait souri Étienne, avec une légère condescendance. Mais c'est une autre ère. Mon entreprise croît régulièrement. Nous avons de nouveaux contrats, des marchés prometteurs. Regardez ces graphiques. Avait-il dit, désignant les papiers. J'avais regardé les chiffres, les courbes, n'y comprenant pas grand-chose. Étienne expliquait patiemment le fonctionnement, la croissance des actions, les dividendes possibles. Mais surtout, maman, avait-il ajouté, c'est la sécurité de ton investissement. Tu posséderas une partie de l'entreprise familiale, ce n'est pas juste de l'argent, c'est l'héritage de papa, que nous continuons ensemble. L'héritage d'Antoine. Cela m'avait touché. Antoine était si fier de son fils, heureux de ses succès. Peut-être était-ce la meilleure façon d'honorer sa mémoire. Combien me demandes-tu d'investir? 100, avais-je demandé. Il avait nommé un montant. Presque 80% des économies d'Antoine et moi, j'avais hésité. Mais Étienne insistait. Pense à l'avenir. Maman, à ta vieillesse, à ne dépendre de personne. Ces parts sont ta liberté, ta sécurité. Ces jours-là, j'avais accepté
signer les papiers, transférer l'argent, devenant propriétaire d'une part importante de Morel Matériaux de construction, alors une petite entreprise en croissance. Étienne n'avait pas tort. En 5 ans, elle s'était considérablement développée, ouvrant de nouvelles lignes, élargissant sa clientèle. La valeur de mes parts avait presque triplé. Je recevais des dividendes réguliers, vivant confortablement sans souci d'argent. Mais à quoi sert l'indépendance financière? Quand votre propre fils vous traite comme une nuisance, je me suis levé, allant à la fenêtre. Saint-Malo était belle la nuit, dormant paisiblement. Quelque part, dans un hôtel chic en bord de mer. Mon fils et sa nouvelle femme passaient leur nuit de noces. Demain, ils s'envoleraient pour leur lune de miel, un voyage de 2 semaines en Europe, et moi, je resterais ici, dans ma maison silencieuse, avec mes pensées, mes souvenirs, et les parts de son entreprise. Les parts, la pensée qui m'avait traversée pendant le mariage revenait avec force, et si je les vendais, pas seulement les vendre, mais à son concurrent, Vincent Lemoine, propriétaire de Lemoine Matériaux de construction, était le principal rival d'Étienne à Saint-Malo. Leurs entreprises se battaient pour les mêmes contrats. Clients, Étienne parlait souvent de Lemoine à la maison, toujours avec irritation, hostilité. Ce vieux renard nous a encore volé un client, et se plaignait-il. Oh. Lemoine utilise ses relations au conseil municipal pour bloquer nos offres. Je n'avais jamais rencontré Vincent Lemoine, mais d'après Étienne, je l'imaginais comme un requin d'affaires impitoyable, prêt à détruire tout concurrent, et si je lui proposais mes parts, d'après les conversations d'Étienne avec ses associés, parfois chez moi, ma part était assez significative pour intéresser un concurrent, pas majoritaire, mais notable. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vieux, mais fiable. Il démarrait lentement. Je me suis connecté à ma boîte mail, ouvrant le dossier des documents importants. Les documents des parts étaient là, je les ai étudiés, vérifiant combien je possédais. Selon le dernier rapport d'Étienne, mes parts représentaient 15% de l'entreprise. Pas assez pour influencer les décisions stratégiques, mais assez pour attirer un concurrent. J'ai ouvert mon navigateur. Tapant « Lemoine Matériaux de construction », le site était professionnel, moderne. Dans la section « À propos », une photo de Vincent Lemoine, un homme d'une 50aine d'années, cheveux sombres, grisonnants. Regard attentif. Vincent Lemoine a fondé l'entreprise en 1995. Lisa Itan, depuis Lemoine Matériaux de construction est devenu un leader dans la fourniture de matériaux à Saint-Malo et ses environs. Notre mission est d'offrir des matériaux de qualité à un prix juste, avec un service de haut niveau. Rien de remarquable, un texte d'entreprise standard. Mais la section sur la responsabilité sociale m'a intrigué. L'entreprise soutenait une équipe sportive pour enfants, un programme de plantation d'arbres. Cela ne correspondait pas à l'image d'un prédateur impitoyable dépeint par Étienne. Peut-être était-ce juste une stratégie de communication. J'ai noté les coordonnées de l'entreprise. Numéro de téléphone, adresse mail. Puis je me suis adossé à ma chaise, réfléchissant à la suite. Étais-je prête à une telle démarche? Vendre les parts de l'entreprise de mon fils à son principal concurrent serait d'un vrai coup de poignard. Étienne ne me le pardonnerait jamais. Mais ne m'avait-il pas trahi aujourd'hui? Ne m'avait-il pas humilié en me faisant travailler comme serveuse à son mariage? Ne m'avait-il pas écartée de la table principale, comme une étrangère? Je me souvenais de son regard froid, de son ton condescendant, de sa volonté de sacrifier ma dignité pour impressionner ses associés. Je me souvenais de comment il m'avait présenté aux parents de Camille, comme s'excusant de mon existence. Non, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais qu'ils comprennent qu'on ne traite pas les gens ainsi, surtout ceux qui vous ont soutenu toute votre vie. Perdre une part importante de l'entreprise serait peut-être une leçon de plus. J'avais le droit de disposer de mes parts comme je l'entendais. C'était mon argent, mon investissement. Étienne insistait toujours sur mon indépendance financière. Eh bien, il était temps d'en profiter. J'ai ouvert un nouvel email, commençant à taper. Cher monsieur Lemoine,
Je m'appelle Margot Lefebvre, propriétaire de 15% des parts de Morel Matériaux de construction. Je souhaite discuter de la possibilité de vendre ces parts à votre entreprise. Si cette offre vous intéresse, je serai ravi de vous rencontrer pour en discuter. Cordialement, Margot Lefebvre. Mon doigt planait sur le bouton d'envoi. Il n'était pas trop tard pour changer d'avis. Je pouvais fermer l'email, éteindre l'ordinateur, aller me coucher, rencontrer Étienne après sa lune de miel, essayer de lui parler, expliquer mes sentiments. Peut-être comprendrait-il, s'excuserait-il, mais au fond, je savais que cela n'arriverait pas. Étienne était trop plongé dans son monde d'ambition, de statut, pour considérer mes sentiments. Pour lui, j'étais une relique du passé, un rappel gênant des origines modestes qu'il voulait oublier. J'ai cliqué sur « Envoyer », l'email était parti. Je ressentais un mélange étrange de soulagement, d'anxiété. Que se passerait-il ensuite? Le moine répondrait-il? Serait-il intéressé? Et comment Étienne réagirait-il? En l'apprenant, j'ai fermé mon ordinateur, retournant dans ma chambre. Presque 4 heures du matin. Mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé, fixant le plafond, pensant à comment ma vie avait changé après la mort d'Antoine. Je m'étais éloigné de nombreux amis, pas intentionnellement, mais la plupart étaient des couples. Je me sentais de trop. Seule Monique restait proche. Ma fille, Sophie, vivait dans une autre ville, à 6 heures de Saint-Malo. Nous parlions 1 fois par semaine. Nous voyions quelques fois par an. Elle m'avait invité à m'installer chez elle, mais j'avais refusé, ne voulant pas être un fardeau pour sa jeune famille. Étienne était la seule personne proche restante. Malgré son éloignement croissant, je m'accrochais à notre relation, peut-être trop. Peut-être était ce qui nous avait menés là. Mais maintenant, quelque chose avait changé. L'humiliation au mariage était la goutte de trop. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien, jouer le rôle de la mère pratique, qu'on écarte quand elle ne cadre pas avec une vie parfaite. L'email à Le Moine était le premier pas vers quelque chose de nouveau, vers une liberté des illusions, une acceptation de la réalité telle qu'elle était. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je savais que je ne tolérerais plus le mépris de mon fils, ne sacrifierais plus ma dignité pour son approbation. Avec cette pensée, je me suis endormie, un sommeil agité. Je me suis réveillée tard, vers 11 heures, la tête lourde, la gorge sèche. Je me suis levée avec peine, trébuchant jusqu'à la salle de bain. L'eau froide sur mon visage m'a un peu revigorée, mais la fatigue, l'épuisement émotionnel d'hier persistait. Dans la cuisine, j'ai allumé la machine à espresso, sortant des œufs pour le petit déjeuner. Les gestes familiers m'aidaient à ne pas penser à hier, à ce que j'avais fait la nuit, seulement assise avec un espresso, du pain grillé. Je me suis autorisée à allumer mon téléphone. Plusieurs messages de félicitations d'amis absents du mariage, un appel de Sophie, à rappeler plus tard, et un nouvel email de Vincent Le Moine. Mon cœur a bondi en voyant son nom. Il avait répondu, très vite. L'email était arrivé à 7h30. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. Chère Madame Lefebvre, merci pour votre message. Votre proposition m'intéresse. Je serai ravie de discuter des détails. Je vous attends à mon bureau, aujourd'hui à 15 heures, si cela vous convient. L'adresse est 42, rue des Goélands, centre d'affaires Océan, 4e étage. Cordialement, Vincent Le Moine. Aujourd'hui, il voulait me voir aujourd'hui, tout allait trop vite. J'ai pris une gorgée d'espresso, rassemblant mes pensées. Peut-être devais-je reporter la rencontre, me donner du temps pour réfléchir, paisser le pour, le contrer, peut-être dans quelques jours. Mes émotions calmées, je réaliserais que je ne voulais pas le faire. Mais une partie de moi savait que tergiverser ne ferait qu'accroître mes doutes si je voulais vraiment le faire. Et après l'humiliation d'hier, je le voulais. Mieux valait agir avec détermination. J'ai répondu à l'email, confirmant le rendez-vous. Le centre d'affaires Océan dominait les autres bâtiments de cette partie de Saint-Malo. Ses panneaux de verre scintillaient au soleil de l'après-midi. Je n'étais jamais venu ici. Ce quartier, récemment développé,
ne m'avait jamais attiré. Étienne tenait parfois des réunions dans un restaurant local, mais son bureau était dans un quartier d'affaires plus traditionnel, près du centre. J'ai garé ma voiture au parking souterrain, restant assise quelques minutes, rassemblant mes pensées. Dans le rétroviseur, je voyais mon reflet, une femme, plus toute jeune, cheveux gris soigneusement coiffés. Pourtant le tailleur bleu marine strict, utilisé pour tous les rendez-vous importants ces 10 dernières années, un peu plus large qu'avant. J'avais perdu du poids après la mort d'Antoine, sans le reprendre. Que fais-tu, Margot? Me suis-je demandé. Étais-je vraiment prête à vendre les parts d'Étienne à son principal concurrent? N'était-ce pas trop drastique? Mais je me souvenais de l'humiliation d'hier, le tablier sur ma robe, les regards surpris des invités, les chuchotements, le regard froid d'Étienne, hochant la tête, comme à une employée, pas sa mère. Non, je n'agissais pas impulsivement, cette décision mûrissait depuis longtemps. Hier était la goutte de trop. J'ai pris une profonde inspiration, saisissant mon sac avec les documents, sortant de la voiture. L'ascenseur m'a mené au 8e étage, où se trouvait le bureau de Lemoine Matériaux de Construction. Des portes vitrées avec le logo menaient à une réception spacieuse avec des fauteuils en cuir, une table de magazine d'affaires. Une jeune femme, chignon soigné, était derrière le comptoir. « Bonjour, ai-je dit, m'approchant. Je m'appelle Margot Lefebvre. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Lemoine à 15h. Elle a souri, vérifiant sur son ordinateur. Oui, Madame Lefebvre, Monsieur Lemoine vous attend. Je vous conduis à son bureau. Elle s'est levée, me guidant dans un couloir aux parois de verre, où je voyais les employés au travail. Tout semblait moderne, élégant, meubles minimalistes, ordinateur récent, beaucoup de lumière, d'espace. Nous nous sommes arrêtés à une porte au bout du couloir. La secrétaire a frappé, attendant une réponse. Ouvrant la porte, me laissant entrer. Madame Lefebvre, entrez. Le bureau de Vincent Lemoine était spacieux, lumineux, avec une fenêtre panoramique sur l'océan. Le propriétaire s'est levé pour m'accueillir. Un homme grand, environ 55 ans, cheveux sombres, grisonnants, yeux bruns, attentifs. Madame Lefebvre, ravi de vous rencontrer, a-t-il dit, tendant la main. Vincent Lemoine. Margot Lefebvre. Aïe, j'ai dit, serrant sa main, ferme, mais sans excès. Asseyez-vous. A-t-il désigné une chaise devant son bureau? Café. Thé. Doutez, si ça ne vous dérange pas. J'ai répondu, m'installant dans un fauteuil en cuir confortable. Lemoine a appuyé sur un bouton de son téléphone, demandant à sa secrétaire d'apporter thé et café, puis s'est assis en face, croisant les mains sur la table. Oh, je dois avouer, votre lettre m'a surpris. A-t-il commencé, mais agréablement? Bien sûr. Je l'ai regardé dans les yeux. Je suppose que vous savez qui je suis et pourquoi je viens. Bien sûr. A-t-il hoché la tête? Vous êtes la mère d'Étienne Morel, mon principal concurrent sur le marché des matériaux de construction à Saint-Malo, et comme votre lettre l'indique, vous possédez 15% des parts de son entreprise. À ce moment, la secrétaire est entrée, portant un plateau avec une tasse de thé, un café, des biscuits. Elle l'a posé sur la table. Partant sans bruit, j'ai pris une gorgée de thé, rassemblant mes pensées. La franchise de Lemoine me déstabilisait. Je m'attendais à un début plus prudent. Ah, oui, c'est exact. J'ai confirmé, et j'envisage de vendre ses parts. Puis-je demander pourquoi? Lemoine s'est adossé, m'observant attentivement. La question m'a prise au dépourvu. Je n'étais pas prête à discuter de motifs personnels avec un étranger, surtout un concurrent d'Étienne. Mais son attitude, directe, professionnelle, sans agressivité, encourageait la sincérité. Disons que je pense qu'il est temps de diversifier mes investissements. J'ai répondu après une pause. Et vous, d'après mes conversations avec mon fils,
Êtes intéressé par son entreprise depuis longtemps? Le moine a légèrement souri. Votre fils m'a mentionné, pas de manière flatteuse. J'imagine. Je ne vais pas tourner autour du pot. Aïgé sourit faiblement. Pour lui, vous êtes l'antagoniste principal de son histoire d'entreprise. Le moine a ri sincèrement, sans malice. Oui, Étienne est très émotif en affaires. Il prend la concurrence trop à cœur. Moi pas. Pour moi, c'est juste un jeu, pour lui. Une question de vie ou de mort. J'ai soupiré. Exactement. Et ça le rend vulnérable. Le moine a haussé les épaules. Revenons à notre éventuelle affaire. Êtes-vous vraiment prête à vendre vos parts? Oui. Aïgé hochait la tête, sentant mon pouls s'accélérer. À condition que le prix soit juste, bien sûr. Bien sûr, a souri le moine. Avez-vous un montant en tête? J'ai sorti un dossier de mon sac. J'ai les derniers rapports sur les prix des actions, les dividendes, mais je suppose que vous avez vos propres informations sur la valeur marchande de l'entreprise de mon fils. Bien sûr. A-t-il hoché la tête? Nous suivons le marché de près. Permettez-moi de vous faire une offre. Il a nommé un chiffre qui m'a fait hausser les sourcils. Environ 30% au-dessus de la valeur actuelle de mes parts. C'est une offre généreuse. Aïgé dit prudemment. Je dirais juste, a-t-il souri, peut-être avec une petite prime pour la valeur stratégique de cette part. Je comprenais qu'il ne surpayait pas sans raison. Acheter 15% des parts d'un concurrent était un mouvement stratégique, offrant une influence sur les décisions, des informations internes, peut-être une fusion. Que comptez-vous faire de ces parts? Aïgé demandait franchement. Le moine a marqué une pause, comme pour décider de sa sincérité. Dans un premier temps, les conserver, a-t-il dit. Peut-être augmenter notre part en achetant celle d'autres actionnaires minoritaires. À long terme, il a marqué une pause. Qui sait? Le marché des matériaux de construction à Saint-Malo n'est pas assez grand pour deux grandes entreprises. Une fusion pourrait être logique. Étienne n'acceptera jamais une fusion. Aïgé secouait la tête. Il valorise trop son indépendance. Peut-être, Chigne a convenu le moine. Mais les affaires sont les affaires. Si l'offre est assez attractive, les actionnaires pourraient le pousser. Et c'est m'ont fait réfléchir en vendant mes parts. Je ne quittais pas seulement l'entreprise d'Étienne, je créais potentiellement une situation où il pourrait perdre le contrôle. Étais-je prête à cela? Je repensais à hier. Le tablier sur ma robe, les chuchotements des invités, la honte, l'humiliation. En servant les tables au mariage de mon fils, oui, j'étais prête, peut-être cruelle, mais nécessaire. Parfois, il faut affronter les conséquences de ses actes pour comprendre ses erreurs. Revenons à votre offre. Aïgé dit, me redressant. Le montant me convient. Quelles sont les prochaines étapes? Le moine a semblé surpris par ma détermination, mais s'est repris. Excellent. Je vais demander à mon avocat de préparer les documents nécessaires. Cela prendra du temps. Vous devriez faire examiner les documents par votre avocat. Je n'ai pas d'avocat personnel. Aïgé secouait la tête, mais je peux en engager un. Je le recommande. A hoché le moine. C'est mieux quand les deux parties sont confiantes dans la légalité de la transaction. Il a sorti un porte-carte, me tendant une carte. Voici les coordonnées d'un cabinet avec lequel nous travaillons souvent. Ils peuvent recommander un spécialiste sans conflit d'intérêt. J'ai pris la carte, la rangeant dans mon sac. Merci, je les contacterai. Zouper. A souri. Le moine. Organisons une prochaine rencontre. Quand les documents seront prêts, mercredi prochain. Même heure. Ça me va. Aïgé hochait la tête. Ah, parfait. Il s'est levé, signalant la fin de la réunion. Ravi de vous rencontrer. Margot, puis-je vous appeler par votre prénom? Ah, bien sûr. Je me suis levé. Et ravi aussi. Vincent.
Nous nous sommes serré la main. Je me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant pour me retourner. Puis-je poser une question personnelle? Bien sûr, a-t-il semblé surpris. Étienne vous décrit comme un concurrent impitoyable, prêt à tout pour gagner. Est-ce vrai? Le moine a marqué une pause. Je suis un concurrent, c'est vrai, et je vise à gagner, c'est vrai aussi, mais impitoyable. Non. A-t-il secoué la tête? Je dirais réaliste. Les affaires ne sont pas personnelles. Juste des affaires. Votre fils ne semble pas encore l'avoir compris. J'ai hoché la tête, acceptant sa réponse, quittant le bureau. En rentrant, je pensais à notre rencontre. Vincent Lemoine n'était pas du tout comme Étienne l'avait décrit. Pas un requin prêt à déchirer ses concurrents, mais un homme calme, réfléchi, faisant son travail. Peut-être Étienne était-il trop émotif dans leur rivalité. La semaine suivante fut consacrée à la préparation de l'affaire. J'ai contacté le cabinet recommandé par le moine. Ils m'ont orienté vers Émilie Nguyen, spécialisée en droit des sociétés. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Je lui ai expliqué la situation. Donc, vous voulez vendre les parts de l'entreprise de votre fils à son principal concurrent. A-t-elle clarifié, prenant des notes? Oui, c'est exact. J'ai hoché la tête. Puis-je demander pourquoi? Elle m'a regardé. Cela pourrait être important pour structurer l'affaire. J'ai hésité, ne voulant pas entrer dans les détails personnels avec Étienne, mais j'avais besoin de bons conseils. Pour cela, elle devait avoir le tableau complet. Disons que mon fils et moi avons des divergences. J'ai commencé prudemment. Je ne pense plus qu'être actionnaire de son entreprise est dans mon intérêt. Émilie a hoché la tête, sans surprise. Je vois, il y a quelques points à vérifier. D'abord, votre fils ou l'entreprise peut avoir un droit de préemption sur vos parts. Avez-vous vérifié les statuts ou l'accord des actionnaires? J'ai secoué la tête. J'avais des copies de ces documents, mais ne les avais jamais étudiés en détail. Non, pas encore. Alors, ce sera notre première étape. A-t-elle noté? S'il existe un tel droit, nous devrons d'abord proposer les parts à votre fils ou à l'entreprise, et seulement s'il refuse, nous pourrons les vendre à un tiers. C'était une mauvaise nouvelle. Si Étienne apprenait mon intention, il essaierait sûrement de les acheter pour éviter qu'elles tombent chez un concurrent. Et si je vends directement à Lemoine sans les proposer à mon fils? J'ai demandé. Bien, s'il y a une clause dans les statuts ou l'accord des actionnaires, une telle transaction pourrait être contestée en justice, déclarée invalide. A répondu Émilie. Vérifions d'abord les documents. Déterminons nos options. Je lui ai donné tous les documents liés à mes parts. Nous avons convenu de nous revoir dans 2 jours. Après leur examen, j'ai passé ces jours dans une attente nerveuse. Et si Étienne avait vraiment un droit de préemption, tout mon plan s'effondrerait. Mais s'il achetait mes parts, j'obtiendrais l'argent, pourrais commencer une nouvelle vie, indépendante de lui, mais je ne lui donnerais pas la leçon voulue. Lors de notre prochaine rencontre, Émilie avait de bonnes nouvelles. J'ai examiné les documents, a-t-elle dit. Les statuts contiennent un droit de préemption, mais il s'applique seulement aux parts acquises lors de l'offre publique initiale. Vos parts ont été achetées sur le marché secondaire. Après la création de l'entreprise, vous êtes donc libre de les vendre à tout acheteur sans les proposer aux actionnaires existants. J'ai ressenti du soulagement. Donc, nous pouvons avancer avec le moine. Oui, d'un point de vue légal, aucun obstacle. A hoché Émilie. J'ai examiné les documents envoyés par l'avocat de Monsieur Lemoine. Ils sont conformes aux pratiques standards. Quelques points à modifier en votre faveur, mais rien de radical. Nous avons discuté des détails. Émilie a suggéré des changements au contrat pour mieux protéger mes intérêts. J'ai approuvé. Elle a envoyé les propositions à l'avocat de Lemoine le mercredi suivant. Je suis retourné au bureau de Lemoine Matériaux de Construction, cette fois accueilli
non seulement par Vincent, mais par son avocat, un homme d'âge mûr, costume impeccablement repassé. Émilie était aussi présente, représentant mes intérêts. Margot, ravie de vous revoir, a dit le moine, serrant ma main. Permettez-moi de vous présenter Pierre Lambert, notre avocat d'entreprise. Après les politesses, nous nous sommes assis à une table de conférence. Pierre et Émilie ont discuté des derniers changements au contrat, demandés par mon avocate. À ma surprise, le moine a accepté presque toutes les propositions sans discuter. Je crois qu'une bonne affaire profite aux deux parties. A-t-il expliqué? Nous obtenons un actif précieux, vous une juste compensation, pas de raison de marchander sur des détails. Quand tout fut convenu, il était temps de signer. J'ai pris le stylo tendu par Pierre. Figé un instant, une pensée m'a traversé. Que faisais-je? Était-ce la bonne décision? L'image du mariage a ressurgi. Moi en tablier, servant les invités, Étienne à la table principale. Riante, insouciant, entouré de ses nouveaux parents, associé, son regard froide, mais hochant la tête comme à une employée, pas sa mère. Oui, c'était la bonne décision, peut-être cruelle, mais nécessaire. Parfois, il faut affronter les conséquences de ses actes pour comprendre ses erreurs. J'ai signé tous les exemplaires, le moine aussi. Les avocats ont échangé les documents, vérifié les signatures, paraphé chaque page. Ah, félicitations, a dit le moine, serrant ma main. L'affaire est conclue. L'argent sera transféré sur votre compte dans 3 jours ouvrables. Comme convenu, j'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'émotions, soulagement que ce soit fini, anxiété pour l'avenir. Et surprise, une certaine tristesse. Après tout, je venais de vendre une partie de l'entreprise construite par mon fils, un héritage familial, où Antoine et moi avions investi non seulement de l'argent, mais une partie de nos cœurs. Quelque chose ne va pas, et a demandé le moine, remarquant mon humeur. Non, tout va bien. J'ai tenté de sourire. Je réalise que je viens de tourner une page importante de ma vie. Il a hoché la tête, compréhensif. Le changement apporte toujours des sentiments mêlés, mais parfois, il est nécessaire pour avancer. Après les formalités, Émilie est partie. Le moine a proposé un verre de champagne. Pour célébrer, j'ai accepté, bien que peu festive, nous étions dans son bureau, regardant l'océan par la fenêtre panoramique. Le soleil se couchait, peignant l'eau de nuances dorées. Quand Étienne apprendra-t-il la vente des parts? J'ai demandé, prenant une gorgée de champagne. Par la loi, nous devons informer l'entreprise du changement de propriété dans les 10 jours, a répondu le moine. Mais je compte le faire plus tôt, peut-être demain. Pas de raison de retarder l'inévitable. J'ai hoché la tête. Étienne était en lune de miel, devait revenir dans 10 jours. Il apprendrait ma décision à son retour. Sinon, avant, je me demandais comment il réagirait. Serait-il en colère, bouleversé? Essaierait-il de me contacter? Vous avez peur de sa réaction? A demandé le moine, comme lisant mes pensées. Non, pas peur. J'ai secoué la tête. Je m'y prépare. Il ne sera pas heureux, c'est sûr. Je peux l'imaginer. A souri le moine. Si vous voulez, je peux remettre votre rôle dans l'affaire. Dire que j'ai acheté les parts par un intermédiaire. L'offre m'a surprise. J'y ai réfléchi. Éviter une confrontation directe avec Étienne était tentant. Mais n'était-ce pas le but? Lui faire comprendre que ses actes avaient des conséquences. Non. J'ai secoué la tête. Qu'il sache que c'était ma décision. Je n'en ai pas honte, ni peur des conséquences. Le moine a hoché la tête, respectueux. Comme vous voulez. En tout cas, si vous avez besoin de soutien dans cette affaire, comptez sur moi. Merci. J'ai fini mon champagne, posant le verre, mais je me débrouillerai seule, après tout. Je l'ai toujours fait. En quittant le centre d'affaires Océan, il faisait sombre. Je suis montée dans ma voiture.
sans démarrer tout de suite. J'avais besoin de quelques minutes pour réaliser ce que je venais de faire. J'avais vendu les parts de l'entreprise d'Étienne à son principal concurrent, trahi sa confiance. En réponse à son mépris, un pas irréversible. Notre relation ne serait plus jamais la même. Mais peut-être était-ce mieux ainsi. Peut-être avions-nous besoin de ce choc pour repenser notre relation. Nous voir, non comme mère et fils, mais comme des individus avec des sentiments, des ambitions, de la dignité. Je ne connaissais pas les réponses, mais j'avais fait un choix et devais vivre avec ses conséquences, quelles qu'elles soient. J'ai démarré la voiture, quittant le parking. Une semaine d'attente m'attendait, avant qu'Étienne ne revienne, apprenne ce que j'avais fait, une semaine pour me préparer à la tempête. Mais étrangement, je me sentais plus libre que jamais, comme si un poids lourd s'était envolé. Le poids des attentes, des ressentiments des compromis constants, pour maintenir l'apparence d'une bonne relation. Quoi qu'il arrive, je savais que j'avais fait ce qui me semblait juste, et c'était assez. L'argent de la vente est arrivé à temps. 3 jours ouvrables après la signature. Une somme impressionnante. Bien plus que ce que j'avais eu sur mon compte. J'étais vraiment indépendante financièrement. Je pouvais voyager, déménager dans une autre ville, un autre pays. Mais au lieu de l'euphorie, je ressentais un vide étrange, comme si j'avais achevé une étape importante sans savoir ce qui suivrait. Vendre les parts n'était pas juste une transaction financière, c'était la fin symbolique d'une période de ma relation avec Étienne, où j'espérais encore qu'il me valorisait, non seulement comme mère, mais comme personne ayant soutenu ses projets. La semaine après la conclusion de l'affaire passa dans une attente calme. Je vaquais à mes occupations, cours 16, déjeuner avec Monique, appel à Sophie. Je n'ai parlé à personne, sauf Monique, de la vente des parts. Même avec elle, seulement après la finalisation, après un thé à la maison, nous sommes allés au Café de la Mer, un petit établissement chaleureux près du port de Saint-Malo. Nous nous sommes installés à une table dehors, sirotant une verre de vin blanc de Bretagne, entouré par l'odeur saline de la mer et le cri des mouettes. « Qu'as-tu fait » s'est exclamée Monique, les yeux écarquillés. « Tu as vendu tes parts à Lemoine, le concurrent d'Étienne. »« Oui. » Aïgé dit calmement, savourant une gorgée de vin, et je ne le regrette pas. « Mais pourquoi » Monique semblait stupéfaite. « Je sais que toi et Étienne n'êtes pas en bons termes, mais c'est trop radical. Margot. Tu n'as pas vu comment il m'a traité au mariage. » Aïgé secouait la tête. « Il m'a fait servir les tables. » Monique m'a écarté de la table principale pour un oncle de Camille, m'a présenté aux invités, comme s'il avait honte de moi. Monique a soupiré, posant son verre. J'ai vu une partie, et oui, c'était affreux. Mais vendre ses parts à son concurrent, c'est de la vengeance. Margot. Et la vengeance n'apporte jamais le soulagement attendu. Ce n'est pas de la vengeance. Aïgé argumenté. C'est une leçon. Étienne m'a prise pour acquise trop longtemps, comme un vieux meuble qu'on pousse dans un coin. Quand il gêne, il est temps de lui rappeler que je suis une personne avec des sentiments, de la dignité. Monique m'a regardé attentivement, le vent marin jouant dans ses cheveux gris. Et maintenant, es-tu prête pour sa réaction? Prête? Aïe, j'ai hoché la tête. Bien qu'intérieurement, je redoutais la confrontation. Il revient de sa lune de miel dans 3 jours. Je suppose qu'il sait déjà pour l'affaire. Le moine devait informer l'entreprise du changement de propriété. Et tu vas juste attendre qu'il vienne à toi. Oui. Aïgé prise une gorgée de vin. C'est chez moi. Je ne vais pas me cacher, ni m'excuser. Monique a secoué la tête, sans essayer de me dissuader. Elle me connaissait trop bien. Une fois ma décision prise, je m'y tenais. Étienne est revenu un mardi. J'ai su par un message de Valérie, disant qu'il était passé voir les filles dès l'aéroport. Il apprendrait bientôt l'affaire, s'il ne savait pas déjà,
J'ai passé la journée dans une attente nerveuse. Chaque bruit dans la rue me faisait sursauter. Attentive, était-ce sa voiture? Ses pas sur le porche. Mais la journée passa, et Étienne ne se montra pas. Je me suis couché, pensant qu'il ne savait peut-être pas encore pour la vente des parts, ou qu'il y réfléchissait avant de me confronter. Le lendemain, vers 11 heures, alors que je nettoyais le salon, la sonnette a retenti, une son sec. Exigeant, je savais que c'était lui avant d'ouvrir. Seul Étienne sonnait ainsi, réclamant d'entrer, sans demander. J'ai pris une profonde inspiration, redressant les épaules, et j'ai ouvert la porte. Étienne se tenait sur le porche, pâle de colère. Ses cheveux, d'habitude impeccables, ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois, un geste qu'il faisait sous stress, ses yeux, si semblables à ceux d'Antoine, brillaient de rage. Comment as-tu pu? A-t-il lâché, sans dire bonjour? Je me suis écarté en silence, le laissant entrer. Il est entré, presque en trombe, s'arrêtant au milieu du couloir, serrant et desserrant les poings. Tu as vendu tes parts à Lemoine, à mon principal concurrent. Sa voix tremblait de colère contenue. Oui? J'ai fermé la porte calmement, me tournant vers lui. J'ai vendu mes parts à Vincent Lemoine. Pourquoi? A-t-il presque crié. Pourquoi as-tu fait ça? Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Allons dans le salon. Aïgé se gérait, gardant mon calme extérieur, bien que mon cœur battait à tout rompre. Inutile de crier dans le couloir. Il m'a suivi, toujours bouillonnant. Je lui ai désigné un fauteuil, mais il était resté debout, faisant les 100 pas. Tu m'as trahi, a-t-il dit, s'arrêtant face à moi. Tu as trahi ta famille. Pourquoi? Pour l'argent. Non, Étienne, pas pour l'argent? Aïgé secouait la tête. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Alors pourquoi? A-t-il écarté les bras? Pourquoi vendre à Lemoine? Tu aurais pu me les vendre, si tu voulais sortir de l'entreprise ou à un autre investisseur. Mais tu as choisi mon pire ennemi. Pourquoi? Je l'ai regardé attentivement. Il y avait plus que de la colère dans ses yeux, de la douleur de la trahison. Et un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Mais je me suis souvenu du mariage, du tablier, de l'humiliation. Et mon cœur s'est durci. Tu veux vraiment savoir pourquoi? Aïgé demandait doucement. Ouais, bon sang, je veux savoir. A-t-il presque crié? Alors assieds-toi. Aïgé désignait le fauteuil. Et écoute-moi, sans m'interrompre. Quelque chose dans mon ton l'a fait obéir. Il s'est affalé dans le fauteuil, teint doux, prêt à bondir à tout moment. Je me suis assise en face, croisant les mains sur mes genoux. J'ai vendu mes parts à Lemoine, parce que toi, Étienne, tu as cessé de me voir comme une personne. Aïgé commençait. Pour toi, je suis devenu un rappel gênant de tes origines modestes, quelque chose à cacher à tes nouveaux amis, tes associés. Ça, ce n'est pas vrai. A-t-il secoué la tête? Moins sûr. Si, Aïgé continuait. Et ton mariage a été la goutte de trop. Tu m'as écarté de la table principale pour faire place à l'oncle de Camille. Tu m'as fait servir les tables. Étienne, au mariage de mon propre fils, je posais des assiettes devant les invités, au lieu d'être à la table d'honneur comme la mère du marié. C'était une urgence. A-t-il tenté de se justifier? On manquait de personnel, et tu avais accepté d'aider. Accepté? Aïgé sourit. Amer? Avais-je le choix? Tu m'as mise devant le fait accompli. Tu ne m'as même pas laissé me changer. J'ai travaillé dans ma robe de fête, avec un tablier par-dessus. As-tu une idée de ce que j'ai ressenti? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Mais autrefois, Aïgé continuait plus doucement. Tu étais un garçon qui m'apportait des bouquets de fleurs sauvages, qui se précipitait pour me défendre. Quand un ado du quartier faisait une blague grossière sur moi, qui jurait de toujours prendre soin de ses parents, une fois établi. Je prends soin de toi.
a-t-il marmonné. Je t'ai assuré une sécurité financière avec les parts de mon entreprise. Des parts que j'ai achetées avec mon propre argent, lui ai-je rappelé, avec les économies qu'Antoine et moi avons accumulées toute notre vie, et tu appelles ça prendre soin de moi? Et le respect, Étienne, et la simple gentillesse humaine, il sait tout. Je voyais la colère et la honte lutter dans ses yeux. Je n'ai pas vendu les parts à Lemoine pour te faire du mal. Aïe, dit. Je l'ai fait pour que tu me voies enfin, pas comme une mère pratique, qu'on écarte quand elle ne cadre pas dans ta nouvelle vie, comme une personne avec de la dignité, des sentiments. Tu aurais pu me le dire. A-t-il levé les yeux? Pourquoi as-tu dû faire ça? J'ai essayé de te parler, Étienne. Aïe, secoué la tête plusieurs fois. Mais tu étais toujours trop occupé, trop absorbé par ton monde pour écouter. Pour toi, mes sentiments étaient insignifiants. Indigne de ton attention, il s'est levé, allant à la fenêtre, me tournant le dos. Pendant plusieurs minutes, le silence régnait. Je voyais ses épaules tendues, ses poings se serrant, se desserrant, contrôlant ses émotions. Et maintenant, a-t-il enfin demandé, sans se retourner. Tu as eu ce que tu voulais. Lemoine a une part importante de mon entreprise. Il a commencé à acheter les parts d'autres actionnaires minoritaires. Dans 6 mois, il pourrait avoir le contrôle. C'est le monde des affaires. Étienne a-t-il utilisé sa propre phrase, souvent employée pour justifier ses décisions difficiles. Rien de personnel. Il s'est retourné brusquement, ses yeux brillants de larmes, un spectacle que je n'avais pas vu depuis la mort d'Antoine. Mais c'est personnel. Maman. Sa voix a vacillé. Ça, très personnel. Mon cœur s'est serré. Malgré toute la douleur, c'était mon fils, mon garçon, et je l'avais blessé, mais parfois, la douleur est nécessaire pour grandir. Oui, Étienne, c'est personnel. Ai-je convenu. Tout comme la façon dont tu m'as traité ces dernières années, tout comme me faire servir les tables à ton mariage. C'était très personnel aussi. Il s'est effondré dans le fauteuil, couvrant son visage de ses mains. Quand il a parlé, sa voix était creuse. Que dois-je faire? Lemoine pourrait prendre l'entreprise. Tout ce que j'ai construit pourrait finir entre ses mains. Batte-toi. Aïe dit simplement. Tu as toujours été un battant. Étienne, trouver un moyen de garder le contrôle. En où? J'ai marqué une pause. Apprends à travailler avec Lemoine. Peut-être n'est-il pas l'ennemi que tu crois. Étienne m'a regardé, soupçonneux. Et tu l'as rencontré. Tu lui as parlé de moi. Oui. Je l'ai rencontré avant l'affaire. Aïe hoché la tête. Et il ne me semble pas être le prédateur impitoyable que tu dépeins. C'est un homme d'affaires. Étienne. Comme toi, il ne prend pas la concurrence personnellement. Tu ne sais rien de lui. A secoué Étienne la tête. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait? L'ai-je interrompu. Ça. Voler tes clients. Gagner tes appels d'offres. Ce sont les affaires. Étienne, pas une guerre. Il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être était-ce le cas. Peut-être me voyait-il enfin, non comme sa mère, mais comme une personne distincte, avec ses propres vues, principes. Ah, je ne te reconnais pas. A-t-il dit enfin. Qui es-tu? Je suis Margot Lefebvre. A-t-il répondu avec dignité. Ta mère? Oui, mais aussi une femme qui a vécu 63 ans, qui a travaillé, aimé, perdu, combattu, qui mérite le respect, non seulement parce qu'elle t'a donné naissance, mais parce qu'elle est un être humain. Il sait tout. Je voyais quelque chose changer dans ses yeux. Peut-être commençait-il à comprendre, peut-être pas. Mais au moins il écoutait. Que va-t-il se passer pour nous? A-t-il demandé doucement. Pour notre relation? J'y ai réfléchi. Une question difficile. Je l'avais vraiment blessé, peut-être la chose la plus douloureuse qu'il ait vécue, mais je ne voulais pas une rupture totale. Malgré tout, c'était mon fils.
Je l'aimais. Je ne sais pas. Étienne. J'ai répondu honnêtement. Ça dépend de nous deux. Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite. Ou jamais. Mais j'espère que tu comprendras pourquoi je l'ai fait. J'ai besoin de temps. A-t-il dit, se levant. Je dois réfléchir. Décider quoi faire pour l'entreprise. Je comprends. J'ai dit, me levant aussi. Prends tout le temps nécessaire. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant sur le seuil, se retournant. Tu sais, les filles ont demandé de tes nouvelles. Léa voulait savoir pourquoi mamie était serveuse au mariage. Mon cœur s'est serré en pensant à mes petites filles. Qu'as-tu répondu? Que parfois les adultes font des choses étranges? A-t-il haussé les épaules? Je ne savais pas quoi dire d'autre. Dis-leur que mamie les aime. J'ai senti une boule dans ma gorge, et que je serai toujours là, si elles ont besoin de moi. Il a hoché la tête, partant sans un mot. J'ai entendu la porte claquer, sa voiture démarrer, les pneus crisser sur le gravier, puis le silence. Je suis revenu dans le salon, m'effondrant dans le fauteuil. Parler à Étienne m'avait vidé émotionnellement. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais pas à ce qu'il parte ainsi, perdu, brisé, mais peut-être commençant à comprendre. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Étienne les semaines suivantes. Mais un article dans le journal local a attiré mon attention sur une possible fusion entre Morel Matériaux de Construction et Lemoine Matériaux de Construction, selon l'article. Les représentants des deux entreprises confirmaient des discussions préliminaires. Cela m'a surprise. Je n'attendais pas qu'Étienne accepte même d'en discuter. Un matin, environ un mois après notre conversation, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, voyant Étienne, non plus en colère, mais calme. Posé. Salut, maman. A-t-il dit? Puis-je entrer? Je l'ai laissé entrer en silence. Nous sommes allés au salon, nous asseyant dans les mêmes fauteuils que la dernière fois. J'ai lu sur la possible fusion. J'ai commencé, brisant le silence. Ah oui, a-t-il hoché la tête? Le moine et moi discutons de cette option. En fait, ce pourrait être la meilleure solution pour les deux entreprises. Je suis contente que tu aies vu la situation de manière pratique. J'ai dit prudemment, et après notre conversation, j'ai beaucoup réfléchi. A-t-il dit, détournant les yeux, à l'entreprise, à moi, à nous, et j'ai réalisé que tu avais raison, je t'ai vraiment cessé de te voir comme une personne. Tu étais juste une maman, pas un individu avec tes propres désirs, sentiments. Je suis restée silencieuse. Craignant de briser l'instant, je ne suis pas fière de mon comportement au mariage. A-t-il continué? C'était indigne. Et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Étienne, j'ai enfin trouvé ma voix. Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste que tu me vois. Vraiment? Je te vois maintenant. A-t-il levé les yeux, sincère. Et je suis désolée. Pour le mariage, pour tout. Ces mots étaient un baume pour mon âme. Je ne m'attendais pas à les entendre. Pas si tôt. Je suis désolée aussi. J'ai dit, ça, d'avoir choisi une méthode si radicale pour me faire entendre. Il a souri faiblement. Eh bien, ça a marché. Et peut-être que c'était pour le mieux. Le moine n'était pas si mauvais. Une fois qu'on le connaît, il a de bonnes idées pour développer l'entreprise. Je suis contente que tu lui aies donné une chance. J'ai souri un retour. Et autre chose. Étienne s'est redressé. Les filles te réclament. Elles demandent quand elles reverront mamie. Elles me manquent aussi. J'ai dit, une boule dans la gorge. Valérie et moi pensions. Peut-être pourrais-tu les garder le vendredi. Valérie a des gardes, à l'hôpital, et j'ai souvent des réunions. Ce serait pratique pour nous tous. J'adorerais. J'ai dit, incapable de réprimer un sourire. Super. A-t-il hoché la tête? À vendredi. Alors, je les amènerai après l'école. Je vous attendrai. J'ai dit,
me levant, signalant la fin de la conversation. Étienne s'est levé, hésitant un instant, puis s'est avancé, m'enlaçant. Maladroit. Nous n'avions pas partagé d'étreinte depuis longtemps, mais sincère. Je l'ai enlacé en retour, sentant des larmes monter. Si, à vendredi, maman. A-t-il dit, s'écartant. Bon, à vendredi. Mon fils, j'ai répondu. Après son départ, je suis resté longtemps à la fenêtre, regardant la rue. Quelque chose avait changé, pas seulement entre nous, mais en moi. Je me sentais libre, comme si j'avais ôté un fardeau porté des années, celui des attentes, des ressentiments des compromis constants dans les mois qui suivirent. Ma vie prit un nouveau rythme. Les vendredis, je passais du temps avec mes petites filles, nous cuisinions, jouions à des jeux de société, alliance au parc. Parfois, Étienne nous rejoignait, et nous avions des dîners familiaux. Notre relation se réparait lentement, pas comme avant, mais d'une nouvelle manière, basée sur le respect mutuel. Je commençais à voyager plus, réalisant un vieux rêve, visitant Paris, Rome, Barcelone. Je me suis inscrite à des cours de photographie, découvrant un talent pour cet art. Mes photos ont même été exposées dans une exposition locale. Les entreprises d'Étienne et Lemoine ont fusionné. La nouvelle entreprise, Morel Lemoine, Solutions de construction, est vite devenue leader sur le marché des matériaux à Saint-Malo. Étienne et Vincent se sont révélés excellents partenaires, se complétant. L'énergie, l'ambition d'Étienne se mêlant à l'expérience, la pensée stratégique de Lemoine. Un jour, assis sur le porche de ma maison, regardant les filles jouer dans le jardin, Étienne a soudain dit « Tu sais, maman, je n'aurais jamais cru dire ça, mais merci. » Pourquoi? J'ai demandé, surprise. Ça, pour la leçon que tu m'as donnée? A-t-il dit, regardant nos filles jouer, sans toi. Je n'aurais jamais accepté de parler à Lemoine, encore moins de lancer une entreprise avec lui. J'étais trop têtu, trop émotif. C'était une décision risquée. J'ai admise. J'aurais pu te perdre. Mais tu ne m'as pas perdu, a-t-il dit, se tournant vers moi. Au contraire, tu m'as aidé à devenir meilleur en tant qu'homme d'affaires et en tant qu'humain. J'ai souri, regardant mon fils, imparfait, avec ses défauts, mais grandissant, changeante, et mes merveilleuses petites filles qui remplissaient ma vie de joie. Je pensais que parfois, il faut tout risquer pour gagner quelque chose de nouveau, de meilleur. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ pour nous tous.